Vous avez mes diapos, vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Ok, super. Donc, encore merci pour l'organisation, Madame la Présidente, chers amis, de cette très belle session. Euh, alors, on va parler de quelques actualités diagnostiques thérapeutiques de l'embolie pulmonaire. Mhm, voilà. Médias d'intérêt qui n'ont pas changé. Donc, vous avez sur cette diapositive l'évolution des recommandations de la prise en charge d'une embolie pulmonaire. Des dernières dates de 2019, c'était un très beau document où beaucoup de choses avaient changé, on va dire, sur le diagnostic de l'embolie pulmonaire, la stratification du risque, le traitement initial et l'entretien. On avait beaucoup parlé des AOD à ce moment-là, la stratégie du suivi, mais il manquait d'autres éléments qui ont été publiés dans ce qu'on appelle une position paper en 2022 sur le risque de saignement, le bilan, on va dire, étiologique, cancer, thrombophilie, la femme enceinte et la prise en charge du syndrome post-phlébitique. Sur cette diapositive, vous avez une espèce de fil conducteur sur qu'est-ce qu'on fait quand déjà on pense à une embolie pulmonaire, confirmer le diagnostic, évaluer la gravité et démarrer la prise en charge des patients. Et au bout de 3 à 6 mois, se poser la question de l'arrêt de la poursuite des anticoagulants et avec quoi. Et enfin, quelques autres questions sur le suivi au long cours. Et donc, on va voir ensemble, j'ai choisi quelques actualités, parce qu'il y a beaucoup d'actualités par ailleurs, mais j'ai choisi quelques actualités qui méritent qu'on s'arrête dessus. Donc, il va y avoir un gros tiers, on va dire, sur le diagnostic de la maladie. Et pour commencer, un concept qui n'est pas très connu, qui est le concept de la suspicion. La suspicion de l'embolie pulmonaire, c'est pas la probabilité clinique d'une embolie pulmonaire. La probabilité clinique, c'est quand on a déjà suspecté l'embolie pulmonaire. Et cette suspicion clinique, on n'a pas d'outils vraiment validés pour dire qu'il y a une suspicion. Il y a quelques recommandations qui ont été reprises dans les dernières recommandations de la Société française qui sont qu'on va penser à la maladie embolie pulmonaire quand on a une dyspnée, une douleur thoracique. Moi, j'aurais rajouté éventuellement malaise, perte de connaissance ou hémoptysie. Et une fois qu'on a évoqué, on va dire, suspecté la maladie, on va passer à l'étape de la confirmation diagnostique et on va utiliser à ce moment-là la probabilité clinique. Donc, je reviens sur un élément à ce stade-là qui est en train de se positionner, qui est quelque chose qu'on appelle la règle de Perk. Perk pour Pulmonary Embolism, Rule Out Criteria. Ce sont des éléments cliniques sur lesquels on peut se baser pour dire que on peut suspecter raisonnablement une embolie pulmonaire ou pas et réaliser un dédimère ou pas. Et si on a un PERC négatif, il faut même pas réaliser un dédimère. Et cette règle de PERC a un intérêt essentiellement hors grossesse et postpartum. Donc, une fois qu'on a évoqué le diagnostic, on a suspecté sur le plan clinique, on va passer à on va dire, à la confirmation, à la stratégie diagnostique. Quels sont les outils diagnostiques dont on dispose? Eh bien, il y a justement l'outil clinique de score de probabilité pré-test, la biologie avec les dédimères, la radiologie avec l'écho-doppler des membres inférieurs, plutôt l'échographie des membres inférieurs, la TDM thoracique. Comment on va imbriquer un petit peu ces différents éléments? L'état d'esprit est le suivant. On va faire notre score de probabilité clinique sur lesquels je ne vais pas revenir dans cette présentation qu'on connaît très bien et qui sont partagés en 3. Probabilité clinique faible, intermédiaire ou élevée, en utilisant le score qu'on veut, que ce soit le score diagnostique de Wells ou le score diagnostique de Genève. Et si on est en score intermédiaire ou score faible, on aura tendance à chercher à éliminer la maladie et on va utiliser un outil qui va nous permettre d'éliminer la maladie, à savoir les dédimères. Quand on a un score de probabilité clinique qui est élevé, on va chercher à confirmer la maladie et non pas à l'éliminer, puisque le taux attendu est élevé. Et donc, on ne fera pas les dédimères, on ira directement vers la radiologie. Alors, pour revenir justement sur ces dédimères, il faut vraiment les utiliser à bon escient. Les utiliser à bon escient, c'est-à-dire chez les patients, comme je viens de vous le dire, qui a une probabilité clinique faible intermédiaire, parce que le taux d'événement chez eux est bas, et donc on peut éliminer la maladie raisonnablement sans faire d'examen radiologique.
Et ce taux ne doit pas être réalisé chez des patients qui sont instables sur le plan hémodynamique, qui ont déjà un traitement anticoagulant curatif de plus de 24 heures et qui ont une probabilité clinique élevée parce que le taux de la maladie attendu chez ces patients est proche de 30% et donc il faut avoir recours directement à l'imagerie chez ces patients. Alors, pour les dédimères, je reviens sur un élément qui est intéressant ces 5 dernières années, qui est, vous savez, on utilisait le seuil adapté à l'âge, ça marche toujours dans cette méta-analyse de 2021. Vous voyez que quand on utilise la valeur seuil de âge multiplié par 10 pour éliminer une embolie pulmonaire, ça marche avec une très bonne sensibilité. L'autre élément, c'est d'adapter le seuil des dédimères à la probabilité clinique. C'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euler. Il y a un autre algorithme dont je vais vous parler. C'est-à-dire que quand on a une probabilité qui est très basse, quand on a une probabilité qui est très basse, on va utiliser un seuil qui est un petit peu plus élevé. Quand on a un élément clinique qui nous dit qu'on est probablement dans le cadre de l'embolie pulmonaire, on va baisser le seuil des dédimères, on va revenir à ce 500 nanogrammes par millilitre. Ces éléments marchent bien puisque ça nous permet d'économiser 35% de scanners thoraciques quand on utilise ces algorithmes avec des seuils de dédimères adaptés, soit à l'âge, soit à la probabilité clinique. Cette étude encore, qui a été publiée dans le New England l'année dernière, va nous dire, ou il y a 2 ans, pardon, va nous dire, là aussi, quand on utilise un seuil de dédimère adapté à la probabilité clinique, on peut économiser jusqu'à 20% de TDM thoracique. Et donc, ces éléments-là vont être inclus dans les algorithmes diagnostiques. Et je vous le refais, l'algorithme diagnostique. Probabilité clinique faible, on va utiliser la règle de Perk. Et si elle est négative, on ne fera même pas de dosage d'édimère. Sinon, on fera un dosage d'édimère adapté à l'âge, mais il va être recommandé qu'on puisse l'adapter également à la probabilité clinique, soit sur l'algorithme d'Euler, soit sur l'algorithme PGED. Et en fonction, on va réaliser ou pas un angioscanner. Quand on a une probabilité clinique forte, comme je vous l'ai dit, on passe directement sur l'angioscanner. Alors, il y a une étape qu'on peut également inclure dans cet algorithme, qui est l'échographie veineuse de compression qu'on peut utiliser avant l'angioscanner quand les patients sont stables et qu'on a accès plus facilement. Et quand l'échographie de compression est positive, on peut là aussi ne pas réaliser l'angioscanner ou ne pas le réaliser sur place et prendre quelques heures avant de le réaliser, tout du moins démarrer le traitement des patients. On revient sur cette histoire d'angioscanner parce que souvent à tort, on peut éliminer le diagnostic d'une embolie pulmonaire sur un angioscanner interprété comme négatif. Or, on peut exclure une embolie pulmonaire si l'angioscanner est négatif avec une probabilité clinique non forte. Quand la probabilité clinique est forte, vous allez voir que la sensibilité et la spécificité ne sont pas assez bonnes. Donc, on peut exclure sur la proposition d'un angioscanner négatif, probabilité clinique non forte. On peut confirmer si l'angioscanner montre une embolie pulmonaire segmentaire ou plus proximale. Ça veut dire, et vous le voyez ici, en rouge, surtout pour les fortes probabilités cliniques, sensibilités spécifiques qui ne sont pas suffisantes. Et donc, quand on a quelqu'un chez lequel on suspecte fortement une embolie pulmonaire, un angioscanner thoracique négatif doit nous faire relire l'angioscanner, doit nous faire retourner chez le patient. En tout cas, il faut faire attention. Et quand on a un patient qui a une présentation clinique qui est bruyante et que le scanner met en évidence une embolie pulmonaire sous-segmentaire, là aussi, on ne doit pas se suffire de cette diagnostic d'embolie pulmonaire sous-segmentaire. Il faut faire relire le scanner et éventuellement rechercher une autre étiologie. Donc, très important, là aussi, d'allier l'angioscanner, les résultats de l'angioscanner à la probabilité clinique. Chez les patients qui ont une embolie pulmonaire grave avec état de choc, je ne vais pas insister, l'algorithme diagnostique n'a pas changé, la place de l'échographie cardiaque est importante, notamment par rapport au calcul de la dilatation du ventricule droit. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic d'embolie pulmonaire, la première des choses qu'on fait, c'est évaluer la gravité de l'embolie pulmonaire et d'hospitaliser ou pas de patient. La gravité de l'embolie pulmonaire, on avait l'habitude d'utiliser le score PESI ou le score PESI simplifié.
Or, avec les différentes études récentes, ça c'est ce qu'on voit par rapport à l'évaluation du risque qui a été publiée en 2014, on s'est rendu compte que le score SPSI seul n'était pas suffisant pour éliminer les embolies pulmonaires de gravité intermédiaire parce que un tiers des patients avec un SPSI à 0 avaient une dysfonction VD et avec une mortalité précoce qui était 4 fois supérieure. Donc, il faut faire attention chez ces patients. Alors, s'ils ont une taille du VD calculée en échographie ou même en scanner, c'est suffisant, le rapport VD-VG peut être donné par l'angioscanner. S'il reste avec un VD normal, on reste en probabilité faible. Si par contre le VD est dilaté, il passe en embolie pulmonaire de gravité intermédiaire et c'est important sur le plan thérapeutique. Alors justement sur le plan thérapeutique, est-ce qu'on hospitalise ou pas les patients et le choix de l'anticoagulant. Donc on va voir ça ensemble, mais on va commencer par très rapidement les embolies pulmonaires graves parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Instabilité hémodynamique qui a été démontrée. On hospitalise les patients en réanimation et on démarre très rapidement une thrombolyse. Il y a eu un bénéfice net des études avec thrombolyse chez ces patients sur la mortalité globale. Pour les autres patients qui ont une embolie pulmonaire non grave ou de gravité intermédiaire faible, où il n'y a pas de gravité intermédiaire faible, c'est une dilatation ventriculaire droite, mais pas de souffrance, c'est-à-dire pas de modification des marqueurs cardiaques. Ces patients ont une mortalité qui est relativement basse, entre 1 et 5 %. On a proposé chez ces patients une, une non-hospitalisation, un traitement ambulatoire sur un certain nombre de critères, et les critères d'Estia que vous avez ici, les critères d'Estia voilà, ont été validés. Quand on les met en place, on n'a que 2 ou 3 % de récidive, pas de surmortalité. Ça représente à peu près 10 % des patients, mais il faut en rediscuter dans notre contexte où l'accès médical n'est pas le même que l'accès médical en Europe et aux États-Unis. Sinon, quand on va traiter les patients, je ne reviens pas là aussi sur les études qui ont validé la place des anticoagulants oraux directs chez ces patients. Les très belles études ont été faites en comparaison avec le standard à l'époque qui était l'utilisation d'une héparine avec un relais AVK précoce. On voit que en termes de récidive thrombotique, il y a une neutralité. Ça fait aussi bien en termes de récidive précoce thrombotique. Par contre, on gagne en hémorragie majeure, en hémorragie fatale et en hémorragie cliniquement significative avec un bénéfice clinique net en faveur des AOD et toutes les recommandations vont positionner ces AOD chez ces patients. Si on regarde d'un petit peu plus près, ces études, le taux d'embolie pulmonaire dans ces études représentait à peu près un tiers des patients, sauf pour l'étude dédiée, l'Einstein PI, utilisant le rivaroxaban, 2500 patients, une très belle étude et qui va nous donner un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement de cette étude est que quand on a regardé donc une neutralité thrombotique avec quand même une tendance à ce qu'il y ait moins de thrombose dans le groupe rivaroxaban, je ne vous l'ai pas montré, mais le résultat intéressant, c'est que on avait 50% de moins d'hémorragie majeure. Autre élément intéressant que va nous donner cette étude sur 2500 embolies pulmonaires, on va essayer de voir est-ce qu'on peut utiliser les AOD avec la même sécurité, quelle que soit la gravité de l'embolie pulmonaire. On va regarder en fonction du score PESI simplifié. Et quand on regarde en termes d'événements de récidive embolique, on a une tendance là aussi à ce qu'il y ait moins d'événements thrombotiques dans le groupe rivaroxaban. Par contre, un micro-warning sur les embolies pulmonaires fatales où il y avait en numéraire un petit peu plus d'embolies pulmonaires fatales chez les patients qui ont reçu du rivaroxaban d'emblée sans passer par la case enoxaparine chez ces patients. Et donc, l'enseignement, c'est que chez ces patients, peut-être qu'on va avoir tendance à utiliser plutôt en unité de soins intensifs un traitement injectable, c'est ce que vous voyez ici, un traitement injectable par héparine non fractionnée chez les insuffisants rénaux et HBPM fondaparinux, stabiliser les patients avant de les passer aux anticoagulants oraux directs. Ces patients doivent être hospitalisés en unité de soins intensifs parce qu'ils peuvent assez rapidement basculer en instabilité hémodynamique et bénéficier d'une thrombolyse. Alors, on va parler d'un dernier élément chez ces patients, particulièrement, qui est est-ce que ces patients qui ont une gravité intermédiaire élevée
pourrait bénéficier d'une thrombolyse. Alors, vous voyez, il y a un point d'interrogation et c'est barré parce que une étude en 2014 a été publiée, une très belle étude d'ailleurs, une étude Peito, a, a amené un certain nombre de conclusions parce que les résultats étaient un petit peu mitigés. Donc, on a utilisé une thrombolyse chez les patients embolie pulmonaire gravité intermédiaire élevée et les résultats étaient en faveur de la thrombolyse sur l'hémodynamique, la thrombose et les décès par thrombose en faveur de la thrombolyse. Par contre, en termes d'hémorragie, il y avait un taux d'hémorragie grave, voire mortel, qui était prohibitif. Et les auteurs ont conclu, et les recommandations ont conclu au non-bénéfice d'une thrombolyse chez ces patients. On peut regarder dans les sous-groupes que les patients qui sont de moins de 75 ans pourraient bénéficier de cette technique parce que c'est significatif sur le plan thrombotique, hémodynamique et décès, sans qu'il n'y ait le même surrisque hémorragique, tout du moins prohibitif. Et quand on regarde deux méta-analyses qui sont très importantes, très intéressantes, qui vont justement voir l'effet de cette thrombolyse dans ce contexte-là en fonction de l'âge, on voit que chez les patients de moins de 65 ans, on gagne sur la mortalité sans qu'il n'y ait un vrai surrisque hémorragique, c'était non significatif. Autre méta-analyse intéressante, un certain nombre d'études ont utilisé une dose moindre de thrombolytique avec un bénéfice sur la récidive et la mortalité embolie pulmonaire qui est équivalente et moins de saignement en utilisant une dose moindre de thrombolytique. De ce fait, une étude, l'étude Peito 3 est en cours, je crois qu'ils ont fini le recrutement, on aura les résultats l'année prochaine, va utiliser une dose moindre de thrombolytique et on va voir le bénéfice de ces doses moindres de thrombolytique quel que soit l'âge où elle va être administrée, et éventuellement chez les populations plus jeunes que 75 ans. Donc on a traité nos patients, thrombolyse ou pas, AOD le plus souvent, et on arrive à 3 mois, 6 mois de traitement, et on se pose la question, est-ce qu'on arrête ou on poursuit les anticoagulants, et si on poursuit, comment? Alors d'abord, très rapidement, plutôt 6 mois que 3 mois pour embolie pulmonaire, alors que pour TVP, vous voyez ici qu'on peut potentiellement faire 3 mois. Mais embolie pulmonaire, il y a une tendance à ce qu'il y ait plus de récidives quand on fait 3 mois que quand on fait 6 mois. Donc, chez les patients qui n'ont pas de risque hémorragique prohibitif, il vaut mieux faire 6 mois et c'est ce qu'on fait classiquement. Faire 1 an, 18 mois, 24 mois, est-ce que ça change quelque chose? Ça aussi, vous le savez aujourd'hui, qui a thrombosé thrombosera, ou qui doit retromboser retrombosera, quelle que soit la durée de l'anticoagulation. Tant que le patient est anticoagulé, ça marche, le risque thrombotique est écrasé. Dès qu'on arrête les anticoagulants, que ce soit 6, 12, 18 ou 24 mois, le risque de récidive va repartir à la hausse. Et en fait, la durée du traitement, ça va être deux options. Soit on va faire 6 mois, soit on va faire indéfini et non pas 24 mois, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va nous aider à prendre la décision? C'est essentiellement le type de facteur de risque, la circonstance de survenue de cette thrombose. Si c'est un facteur de risque persistant majeur, on va garder le traitement anticoagulant parce que le taux de récidive est prohibitif, plus de 10% par an. Si c'est un facteur transitoire majeur qui a disparu, ce qui représente 20% des patients, le taux de récidive est bas et on va arrêter le traitement. Par contre, si dans l'intermédiaire, vous voyez facteur de risque persistant mineur, maladie thromboembolique veineuse non provoquée, ça marche tout seul, je suis désolée, facteur transitoire mineur, c'est entre 5 et 10% de risque de rechute, de récidive, jusqu'à 40 à 50% de récidive à 5 à 10 ans. Et chez ces patients, on gardera le traitement anticoagulant au long cours, probablement. Alors, une autre information, c'est est-ce que le fait de faire une embolie pulmonaire versus thrombose veineuse profonde change à la décision? En ce qui me concerne, oui, et je sais pas une décision personnelle. Quand on sait aujourd'hui que le phénotype de la récidive mime le phénotype initial. Quelqu'un qui a fait une embolie pulmonaire initiale va récidiver en embolie pulmonaire. Et vous voyez en rouge, quand on récidive en embolie pulmonaire,
Le taux de létalité est important, c'est-à-dire que le décès, c'est entre 8 et 15%, alors que le décès, la létalité d'une récidive thrombotique est moins importante. Donc, on aura plutôt tendance à prolonger le traitement anticoagulant quand on a fait une embolie pulmonaire, surtout non provoquée et surtout de gravité intermédiaire ou élevée. Et ça donne ça, globalement. Maladie thromboembolique veineuse avec facteur de risque transitoire, femme avec contraception orale, on aura plus tendance à arrêter le traitement. Femme sans hormones ou homme avec embolie pulmonaire, on aura plutôt tendance à garder le traitement tout en évaluant les autres facteurs de risque et le facteur de risque de saignement, notamment certaines thrombopilies majeures. Si on maintient le traitement anticoagulant, avec quoi on le maintient? Euh, et ça, je vais faire un petit point à ce niveau-là, parce que vous voyez, les études vont être faites chez les patients qui ont un risque de récidive intermédiaire et n'ont absolument pas inclus les patients à risque de récidive élevé. Et donc, quand le risque de récidive est élevé, on ne discute même pas, on retient l'indication de poursuivre l'anticoagulant, qu'il soit AOD ou AVK d'ailleurs, à full dose. Les études ne sont pas faites avec différentes doses chez ces patients. Et les différentes études qui vont être faites chez les patients avec un risque intermédiaire vont évaluer le moitié dose ou la full dose, l'aspirine ou le placebo. On oublie l'aspirine chez ces patients et on va se concentrer sur l'AOD en dose pleine ou en demi-dose. Alors les études sont faites, elles sont bien faites. Elles vont montrer que utiliser un AOD au long cours permet de maintenir la pression sur le risque thrombotique. Les patients ne récidivent pas, mais on a regardé surtout le risque hémorragique chez ces patients et on s'est rendu compte qu'il y avait un risque hémorragique qui existait. Bien sûr, donner un anticoagulant, c'est pas comme ne pas donner d'anticoagulant. Et par contre, c'est un risque qui était relativement acceptable par rapport à la gravité de la potentielle récidive. Est-ce qu'on donne une dose complète ou une demi-dose? Là aussi, il faut faire très attention à l'interprétation des études. L'étude Amplify et l'étude Extension et l'étude Einstein Choice ne vont pas comparer les doses entre elles, mais vont comparer les deux doses au placebo ou à l'aspirine. Elles ne sont pas faites pour comparer les deux doses entre elles, donc il faut faire attention aux conclusions qui vont ressortir. C'est vrai que la tendance chez ces patients est ce que les deux doses donnent les mêmes résultats en termes de risque thrombotique. On maintient un risque thrombotique bas avec les deux doses. Avec en rouge, vous voyez une tendance à ce qu'il y ait moins de saignement dans les demi-doses. Et ça, c'est retrouvé également dans la méta-analyse qui a été faite. Un risque de récidive qui est neutre en fonction des deux doses, demi-dose ou dose pleine, avec un risque de saignement majeur ou cliniquement significatif qui a l'air d'être en faveur, ou une tendance en faveur non significative, tendance en faveur de la demi-dose. Et aujourd'hui, les recommandations vont nous dire que chez ces patients chez lesquels on va hésiter, on va dire, à poursuivre ou ne pas poursuivre un traitement anticoagulant, on peut potentiellement leur proposer plutôt la demi-dose que la dose pleine. Alors, dernier volet que je vais aborder dans cette présentation, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train euh, de- 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 d'envahir, on va dire, le paysage de l'embolie pulmonaire, c'est l'hypertension pulmonaire post-embolique, ou ce qu'on appelle la CITEF. Et on va voir ensemble pourquoi. Vous voyez ici, on en parlait de manière, on va dire, un peu aléatoire avant, et on en parle de plus en plus aujourd'hui, vu le nombre d'embolies pulmonaires qu'on a à gérer, c'est globalement entre 2 et 3% des patients qui font une embolie pulmonaire chez lesquels on va poser le diagnostic d'une hypertension pulmonaire post-embolique chronique. Et c'est très important parce que leur prise en charge est vraiment particulière. Je ne vais insister que sur l'approche diagnostique ou les facteurs de risque. Ce qui est important à garder en tête, c'est que on explore ces patients qu'après 3 mois d'anticoagulants fermes, curatifs, bien faits, bien menés, et chez des patients symptomatiques. Chez les patients non symptomatiques, on ne fait pas d'exploration dans ce sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces patients, 25%, un quart de ces patients n'auront pas d'antécédents, on ne va pas retrouver, ne rapporte pas d'antécédents thrombotiques, que dans la moitié des cas, on va retrouver une hypertension pulmonaire post-embolique chronique dans un bilan d'hypertension pulmonaire sans être passé par la case
thrombose aiguë. Dans le suivi d'une embolie pulmonaire, c'est plutôt 3 à 5 ce que je vous disais tout à l'heure. Et dernier message, c'est que quand vous avez un patient qui se présente avec une embolie pulmonaire aiguë, avec une PAPS anormalement élevée au-delà de 60 mm de mercure, c'est que probablement le patient, avant l'épisode aigu, avait déjà une hypertension pulmonaire, probablement donc post-embolie. Voilà, c'était ma dernière slide et je vous remercie pour votre attention.